Voici une photo du lac Mead en 2000 et en voici une en 2022. En la regardant, le changement est évident. Le lac Mead s'est considérablement asséché au fil des années. En fait, depuis plus de 2 décennies, il y a une tendance à la baisse continue. En 2022, le lac Mead a atteint son niveau le plus bas à 1040 pieds, soit 27% de sa capacité, frôlant le statut de dead pool. À ce stade, cela signifie que l'eau ne peut plus s'écouler en aval du réservoir. Bien que le lac ait montré des signes de reprise début 2024 grâce à des chutes de neige et des pluies records, cela n'est que temporaire. Les niveaux d'eau ont de nouveau baissé dès mars 2024 et des mesures drastiques sont nécessaires pour éviter l'assèchement total du lac. Le lac Mead est devenu l'ombre de lui-même. Autrefois symbole des vastes ressources du Sud-Ouest, il représente aujourd'hui une grave préoccupation pour les 25 millions de personnes qui dépendent de son approvisionnement en eau. Le manque de prévoyance et la surexploitation sont en partie responsables de la disparition imminente du lac. Mais comment cela a-t-il pu arriver, étant donné l'importance qu'il a toujours eue pour la vie dans le Sud-Ouest ? Pour comprendre comment le lac Mead en est arrivé à son état actuel, nous devons plonger dans son histoire en tant que principale source d'eau du Sud-Ouest. Sa mauvaise gestion depuis près d'un siècle et des facteurs environnementaux inévitables sont en cause. Le lac Mead existe depuis les années 1920. À cette époque, le fleuve Colorado était indompté, coulant de façon incontrôlable depuis les montagnes rocheuses et traversant jusqu'au sud du golfe de Californie. Alimenté à l'époque par l'abondante neige des montagnes, le fleuve Colorado était réputé pour ses crues imprévisibles qui représentaient une menace importante pour les nouveaux développements agricoles et les colonies de la région. Pour éviter d'autres dégâts économiques dus aux inondations, il fut décidé de construire le barrage Hoover, d'abord appelé barrage Boulder, pour réguler l'eau des agriculteurs toute l'année. En 1936, le barrage Hoover fut officiellement achevé. Le barrage Hoover, symbole du génie humain, s'élève à plus de 200 mètres et fournit de l'électricité à plus d'1 million de foyers. Lorsque les eaux du Colorado furent retenues, 2 des plus grands réservoirs américains furent créés. Le lac Powell, à la frontière Arizona-Utah, dans le bassin supérieur, et le lac Mead, à la frontière Arizona-Nevada, dans le bassin inférieur. Ces énormes réservoirs sont devenus une source d'eau cruciale pour des millions de personnes. Le lac Mead alimente en eau de grandes villes comme Las Vegas, Los Angeles et Phoenix, assurant l'approvisionnement pour les besoins municipaux, industriels et agricoles. Ces réservoirs ont transformé ces terres autrefois arides en zones agricoles fertiles et en centres urbains actuels pour le meilleur ou pour le pire. Le lac est aussi une destination touristique populaire grâce à sa beauté et ses loisirs, attirant des millions de visiteurs, ce qui a injecté des milliards de dollars dans l'économie locale. Mais la mauvaise gestion du lac avait été instaurée dès le début. Dans les années 1920, les États du bassin du Colorado cherchaient déjà à sécuriser leur part du fleuve, une préoccupation toujours d'actualité. L'expansion rapide de la Californie inquiétait, car les États voisins craignaient qu'elle ne réclame des droits prioritaires sur l'eau du fleuve. Pour eux, il était injuste que la Californie puisse obtenir la part du lion des droits sur l'eau tout en contribuant le moins au ruissellement. Un rapport fédéral préconisant un barrage à Boulder Canyon ou à proximité pour accroître l'accès de la Californie au fleuve Colorado n'a guère dissipé ces inquiétudes. L'inquiétude s'est muée en alarme quand la Cour suprême a décidé en juin 1922 que la loi sur l'antériorité des droits d'eau s'appliquait au-delà des frontières étatiques. Ainsi, un État en expansion comme la Californie pouvait obtenir un droit prioritaire sur l'eau du Colorado, au détriment des États du bassin supérieur à croissance plus lente. Une négociation entre les États du fleuve Colorado a eu lieu pour fixer les droits de chacun sur l'eau du fleuve. À l'époque, aucun accord interétatique sur des différends liés à l'eau n'avait encore été conclu. En 1922, le pacte du fleuve Colorado a été signé, visant à répartir les droits sur l'eau entre les 7 États américains du bassin et le Mexique. Cet accord a divisé le bassin du fleuve en 2 sections, avec une ligne de démarcation fixée à l'East-Ferry. Le bassin supérieur regroupe le Colorado, le Nouveau-Mexique, l'Utah et le Wyoming. Le bassin inférieur inclut la Californie, l'Arizona et le Nevada. Aux États-Unis, chaque bassin fluvial reçoit une allocation de 75 millions d'acres-pieds par section. Le pacte exige aussi que les États du bassin supérieur livrent 75 millions d'acres-pieds sur 10 ans aux États du bassin inférieur et, en cas de sécheresse, qu'ils puissent devoir allouer une quantité d'eau au bassin inférieur.
Il a aussi été établi que le Mexique doit recevoir 15 millions d'acres-pieds par an, conformément au traité sur l'eau de 1944. Ces allocations ont été faites imprudemment, surévaluant les données de débit du fleuve. Ces accords prévoyaient un débit annuel de 164 millions d'acres-pieds, basé sur une période exceptionnellement humide, et non sur la moyenne réelle du fleuve Colorado qui est bien inférieure. En réalité, 3 siècles de données indiquent un débit moyen de 135 millions d'acres-pieds. Les débits sont aussi très irréguliers, allant de 44 à plus de 22 millions. C'est là qu'intervient un acteur clé, rarement cité dans les livres d'histoire. Eugène Clyde Larue, l'une des principales autorités sur le fleuve Colorado à l'époque, a rédigé un rapport complet sur le fleuve et ses affluents pour l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Dès 1916, Larue avait déjà conclu sur la base des données de débit qu'il avait recueillies. Le débit du fleuve Colorado n'est, je cite, pas suffisant pour irriguer toutes les terres irrigables situées dans le bassin. Il a aussi averti que construire le barrage Hoover réduirait encore les réserves d'eau à cause de l'évaporation. Malgré les alertes de Larue sur les erreurs de calcul, politiciens et gestionnaires de l'eau n'en ont pas tenu compte. Ainsi, les allocations ont constamment excédé l'eau réellement disponible, entraînant un déficit durable. 10 ans après la signature du pacte, les prévisions de Larue se sont confirmées lorsqu'une longue sécheresse a touché la région. Et les recherches sur les cernes des arbres ont montré que le fleuve transportait 30% de moins que la quantité sur laquelle le pacte était basé. Bien que le pacte ait voulu répartir équitablement les droits sur l'eau, certains États en ont clairement plus profité que d'autres. La Californie, qui est à l'origine même de la création du pacte, a fini par profiter des autres États qui n'utilisèrent pas la totalité de leurs allocations. En 1997, la Californie a consommé environ 52 millions d'acres-pieds, dépassant largement son allocation de 44 millions. Cet accord a créé une structure de gouvernance complexe et fragmentée, ce qui a rendu difficile la mise en œuvre d'une conservation cohérente entre les parties prenantes, qui sont conscientes de la crise de l'eau imminente depuis des années. Malheureusement, les actions ont été lentes et les États ont été réticents à réduire leur consommation d'eau pour des raisons évidentes. Il y a également eu un manque de coordination et de consensus sur la manière de traiter le problème, ce qui a conduit à des mesures inefficaces pour mettre en œuvre la conservation. Ainsi, les politiques de conservation du lac ont favorisé les bénéfices immédiats au détriment de la durabilité. Un exemple serait les plans d'urgence contre la sécheresse qui ont été promulgués en 2019. Il s'agit d'un ensemble d'accords élaborés grâce à un processus de collaboration entre les États du bassin. Ces mesures incluent des réductions volontaires et des efforts accrus de conservation. Bien que ces plans soient un pas dans la bonne direction, ils sont réactifs plutôt que proactifs et pourraient s'avérer insuffisants si les conditions de sécheresse persistent. Cela n'a pas aidé non plus que les États du Sud-Ouest aient connu une croissance aussi rapide et continuent de s'étendre aujourd'hui, comme s'il n'y avait pas de crise de l'eau en cours. Des villes comme Las Vegas, Phoenix et Los Angeles ont beaucoup grandi, avec des populations bien plus élevées que prévu lors de la signature du pacte. Certains affirment même qu'il était irresponsable de créer de grandes villes comme Phoenix dès le début. La région sera sans doute la moins habitable du pays en 2050. Cette explosion démographique a entraîné une augmentation de la consommation d'eau agricole et urbaine, exerçant une pression immense sur les ressources du lac Mead, puisant constamment dans le réservoir et faisant baisser son niveau plus rapidement que prévu, tandis que la surexploitation a préparé le terrain aux problèmes actuels du lac Mead. Le changement climatique a fortement aggravé la situation. Le sud-ouest américain subit des sécheresses plus longues et intenses, ainsi que des températures plus élevées. Ces conditions ont réduit le manteau neigeux dans les montagnes rocheuses, une source vitale pour alimenter le fleuve Colorado et par conséquent le lac Mead. Le renouvellement naturel annuel des rivières par la fonte des neiges a diminué de 20% par rapport à la moyenne du siècle dernier, ce à quoi les décideurs n'avaient probablement jamais pensé lorsqu'ils ont établi les quotas d'eau il y a un siècle. Les températures plus élevées augmentent également les taux d'évaporation, ce qui réduit encore davantage le niveau d'eau du lac. Désormais, des études ont également montré que le sud-ouest subit une aridification, ce qui signifie que la région fait face à une tendance à long terme vers un climat encore plus sec, suite à l'augmentation des gaz à effet de serre. Des études montrent qu'entre 1880 et 2021, la région s'est réchauffée de 1,5 degrés Celsius en moyenne. Une tendance qui devrait continuer, rendant les stratégies actuelles de gestion de l'eau encore plus vaines. Le lac a presque atteint sa pleine capacité pour la dernière fois durant les étés 1983 et 1999, et à ce rythme, il semble que cela ne se reproduira peut-être jamais. Si le lac Mead atteint le niveau Deadpool,
Qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui en dépendent? D'un point de vue économique, atteindre le niveau de Deadpool provoquera inévitablement l'effondrement des États du bassin du Colorado. Cela créera un effet domino, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi pour l'économie mondiale. Le secteur agricole régional, consommant 80% de l'eau du système fluvial, sera le plus affecté par l'épuisement du lac. Le bassin du Colorado alimente 40 millions de personnes et une agriculture de 5 milliards de dollars. Son épuisement bouleversera la chaîne alimentaire nationale. Le lac Mead irrigue 2 millions d'acres agricoles, principalement cultivés de luzerne exportée. La baisse des rendements agricoles toucherait non seulement les marchés locaux, mais aussi la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. Cela pourrait accroître la dépendance aux importations et accentuer la pression sur l'économie nationale. Malgré des tentatives d'introduction de technologies d'irrigation efficaces, ces pratiques sont restées sporadiques et peu adoptées dans la région. Certains agriculteurs ont même utilisé les eaux souterraines, très difficiles et coûteuses à pomper. Au stade Deadpool, les opérations hydroélectriques du barrage Hoover s'arrêteront. Cette perte massive d'approvisionnement en électricité nécessiterait une utilisation accrue des combustibles fossiles ou d'autres sources d'énergie, ce qui augmenterait les coûts énergétiques et contribuerait aux dommages environnementaux. L'impact économique de la hausse des prix de l'énergie se ferait sentir dans divers secteurs, de l'industrie manufacturière aux consommateurs résidentiels, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur l'économie. Les principaux centres économiques, tels que Las Vegas, Los Angeles, Phoenix, San Diego et Tucson, dépendent tous du lac Mead pour la majeure partie de leur approvisionnement en eau. La Vegas surtout, car 90% de son eau vient du lac. Une fois que le lac Mead sera asséché, cela pourrait signifier la fin pour ces villes. Et celles qui dépendent le plus du lac Mead sont condamnées à devenir des villes fantômes, n'existant plus qu'à l'ombre de leur ancienne gloire. Les habitants des États du bassin devront finalement migrer massivement vers d'autres régions du pays. Cet exode massif mettra fortement les villes d'accueil sous pression, qui pourraient peiner à gérer l'afflux soudain de réfugiés climatiques. Bien sûr, n'oublions pas l'impact environnemental profond que cela entraînera. L'écosystème aquatique du lac Mead connaissait déjà des difficultés à cause des espèces invasives depuis la construction du barrage. La perte d'eau réduira la faune à cause de la concurrence accrue et d'une possible dégradation de la qualité de l'eau. En se retirant, le lac assèche les zones luxuriantes de ses rives, causant la mort de la végétation et le déplacement ou la disparition de la faune dépendante. La perte de ces habitats perturberait la biodiversité locale, entraînant une réduction significative de la richesse écologique de la région. L'assèchement du lac Mead exposerait de grandes zones de sédiments qui deviendraient alors très vulnérables à l'érosion éolienne sans eau. La région pourrait donc voir plus de tempêtes de poussière, posant un risque sérieux pour la santé des populations locales et voisines. Ces tempêtes de poussière accéléreraient la perte de la couche arable, dégradant encore les terres et compliquant la repousse de la végétation. Les plans d'eau régulent le climat local et régional, donc la disparition du lac Mead causerait d'importantes variations de température dans la région. Si vous pensez que les vagues de chaleur dans le sud-ouest ne pourraient pas empirer, détrompez-vous, cela pourrait être pire. Le lac Mead ne pourrait plus agir comme un dissipateur thermique pour la région locale. À ce stade, resterait-il encore quelque chose à faire pour sauver le lac Mead? Comme mentionné plus tôt, les mesures des autorités ont été réactives et à courte vue. Le gouvernement américain a déjà lancé des programmes de conservation de l'eau, des plans d'urgence sécheresse, des améliorations d'infrastructures et des initiatives de restauration environnementale. Bien que ces mesures aient permis de gagner du temps, elles n'ont pas suffi à relever les défis à long terme posés par le changement climatique, la sécheresse prolongée et la surexploitation. Pour préserver le lac Mead, des stratégies globales doivent être adoptées en 2021, selon le rapport Dix stratégies pour la résilience climatique. Dans le bassin du fleuve Colorado, soutenu par 7 organisations environnementales, 10 stratégies proactives, coordonnées et axées sur les résultats, ont été définies pour assurer la santé à long terme du lac et, espérons-le, rétablir des niveaux d'eau plus sûrs. Ce rapport vise à déplacer l'accent des politiques, passant de la simple gestion de l'offre et de la demande en eau à la mise en œuvre de solutions à long terme qui répondent aux risques globaux du changement climatique. Une solution proposée est une stratégie de stockage naturel distribué. Cela désigne des projets à l'échelle d'un bassin versant stockant l'eau dans des aquifères peu profonds, en lien direct avec les cours d'eau, soutenant la végétation et influençant la qualité des rivières. Nous avons perdu la plupart de notre stockage naturel d'eau à cause du drainage des zones humides pour l'agriculture intensive, l'élevage et la canalisation des rivières.
De telles stratégies sont relativement peu coûteuses, bien qu'elles puissent nécessiter plus de temps et de coordination pour être mises en œuvre avec succès. Par exemple, la région de Bosco-le-Mite en Italie a réussi à reconstituer ses nappes phréatiques grâce au reboisement, ce qui a permis de capter les précipitations pour recharger ses réserves naturelles d'eau. Une stratégie consiste à adopter l'agriculture régénératrice, visant à restaurer et améliorer la santé et la capacité de rétention d'eau des sols via des pratiques agricoles et de pâturage. Des exploitations agricoles près du lac Mead appliquent déjà cette stratégie, mais de façon sporadique. Davantage de recherches sont nécessaires pour en mesurer les bénéfices. Il est possible de déployer l'agriculture régénératrice à grande échelle pour protéger les agriculteurs contre la perte totale des sources d'eau. Même si cela n'apporte pas directement plus d'eau au lac Mead, c'est une manière plus durable de réduire la dépendance de l'agriculture envers le lac. Il a également été proposé de réduire le dépôt de poussière sur la couverture neigeuse des montagnes dans le bassin supérieur du fleuve Colorado. Bien que la poussière puisse sembler trop insignifiante pour affecter un environnement aussi vaste, il a en réalité été constaté qu'elle influence le moment de la fonte des neiges et du ruissellement, car elle accélère la fonte de la neige. Les principales sources de poussière près du bassin semblent provenir du pâturage du bétail, de l'utilisation de véhicules tout-terrain et de l'assèchement des sols dû à l'augmentation des températures. Pour réduire la production de poussière, il faut limiter et surveiller les activités générant de la poussière, ou appliquer des mesures de restauration pour renforcer la résilience des écosystèmes à l'érosion éolienne. Le rapport propose aussi la conservation et réutilisation urbaine et industrielle, la réaffectation des droits d'eau des centrales à charbon fermé, d'autres cultures et la couverture des réservoirs pour limiter l'évaporation. Avec de telles solutions prometteuses à portée de main, la question demeure: pouvons-nous agir à temps pour sauver ce lac vital? Seuls des efforts communs et un engagement durable permettront de préserver le lac Mead et de garantir l'avenir de ces millions de dépendants. Merci de votre attention et à la prochaine.